venais d'arriver en 2014. Je marchais avec ma cuillère dans la poche. Quand je viens, oui, je marchais avec ma... Parce que je n'avais pas d'argent, je ne travaillais pas. Quand je viens, quand quelqu'un achète à manger, je suis là, je prie d'un coup, je dis, il faut m'inviter, il faut m'inviter. Ah bon? Oh, oui. Wow. Je ne vais pas dire que tous les Africains sont comme ça, mais souvent, quand je suis venue dans ce pays, tous les Africains que j'ai eu à côtoyer, c'est des gens qui me disent, j'ai fait 20 ans ici, je fais le Uber, jusqu'à présent c'est le Uber que je fais. D'autres me disent, j'ai fait 15 ans, je fais le Home Health Aid jusqu'à présent. D'autres me disent, depuis que je suis venue, genre, il n'y a pas... Moi, j'ai trouvé que les gens ne sont pas ambitieux et c'est un pays qui a beaucoup d'opportunités. Donc, les États-Unis, c'est vraiment un pays d'opportunités. Donc, pourquoi les gens sont toujours là? Tu fais le même boulot, tu n'avances pas, c'est parce qu'ils n'ont pas d'ambition. Donc, je ne sais pas parce que je discrimine les Africains. Je me suis dit, si tu veux devenir millionnaire, il faut courir avec 6 millionnaires. 6 millionnaires, tu seras 7e millionnaire. Tu veux devenir pauvre, il faut courir avec 6 pauvres, tu seras 7e pauvre. Derrière ce salon de coiffure plein de vie se cache un nom, Madame Mariam Diallo, qui a quitté sa Guinée natale pour venir s'installer ici aux États-Unis, plus précisément à Westbury. Dans cet épisode de Josky 01, la chaîne qui parle des Africains francophones vivant aux États-Unis, je vous invite à suivre le profil de cette grande dame qui va nous parler de ses débuts ici aux États-Unis, de comment elle est rentrée dans cette industrie et de ce qu'elle est en train de construire. Parce que tenez-vous tranquille, ce n'est pas un, mais plutôt 2 salons de coiffure et peut-être même 3 salons de coiffure qui sont en train d'être mis en place. Alors, si vous voulez savoir beaucoup plus sur cette dame, je vous invite à me suivre dans cet épisode. C'est parti. Alors, bonjour Mariam. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Ça va, ça va. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de vous et de vos activités? Ok, moi je suis Mariam Diallo, je suis guinéenne et je suis la propriétaire des 2 salons Guinea African Hair Braiding et Lock Installation Salon à Long Island, Westbury et Carr Place. Ok. Alors, pourquoi un deuxième salon? Parce que le premier salon, on l'a ouvert en août 2024 et après quelques mois, on a eu à enregistrer au moins plus d'une 50aine de sœurs africaines qui étaient là à la recherche de boulot. Le premier salon n'a que 8 stations, donc c'était petit maintenant pour nous, avec la clientèle et les travailleurs. Donc c'est pourquoi nous avons décidé d'ouvrir un deuxième salon. Donc c'est parce que la demande était forte aussi bien au niveau de la clientèle que de ceux qui veulent travailler, que vous avez décidé d'ouvrir un deuxième salon. Exactement. Et c'est quoi, comment est-ce que ça fonctionne concrètement avec les personnes qui travaillent avec vous? Bon, c'est une question d'organisation. J'ai une équipe, nous travaillons en équipe et j'ai une manager qui gère le premier salon, le deuxième salon également, donc ce qui me fait 2 manager et moi je jongle entre les 2 salons. Et nous avons un groupe WhatsApp, nous tenons des réunions et notre salon est organisé de la sorte que c'est pas comme les autres salons. C'est pas comme les autres salons où les gens viennent, tu tresses, on te paye par jour et tu vas. Nous, chez nous, on paye par semaine. C'est comme si c'était un boulot américain. On est organisé, on s'entretient, c'est vraiment... Vous prenez soin l'un de l'autre. L'un de l'autre, il y a un suivi et tout. Très bien. Et quels sont les challenges, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce métier-ci? Parce que gérer aussi les hommes, c'est pas facile et ce que vous êtes en train de faire, c'est formidable. Mais quelle est la difficulté principale, mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce que vous faites actuellement? Donc, comme vous l'avez dit, la gestion de l'être humain, c'est la gestion la plus facile, difficile ça, on le sait, du monde. À plus forte raison, gérer les femmes. Waouh! Femmes, c'est problème. Exactement. Donc, comme je l'ai dit, au préalable, c'est une question d'organisation. Si c'est bien, c'est vrai que c'est pas facile, pas facile, mais on arrive quand même à s'en sortir parce que nous sommes vraiment bien organisés de la sorte que
on prend soin des clients et aussi des tresseuses. Okay. Parce qu'il faut retenir que moi seule, je ne peux pas faire ce salon. Bien sûr, bien sûr. J'ai besoin des tresseuses et les tresseuses aussi ont besoin des clients. Okay. Donc, il faut valoriser les deux. Il faut montrer aux tresseuses que les clientes sont nos patrons. Et après, moi, dans mon salon, je me dis, mes patronnes sont mes tresseuses. Oui, parce que sans elles, je ne peux pas tresser toutes les clientes. Bien et sûr. mes tresseuses aussi, je leur fais comprendre que nous toutes, nous avons un seul patron, puis nous avons des patrons qui sont nos clients. Les clients, effectivement. Exactement. Ok. All right. Et maintenant, ici nous sommes dans le... C'est lequel des salons, le premier ou le deuxième? C'est le premier salon. Ok, d'accord. Donc on aura aussi le temps de visiter le second salon. Salon. Ok, Exactement. d'accord, ça marche. Pourquoi avoir choisi ce nom, pas par exemple Mariam Coiffure? Pourquoi forcément ça? Une très belle question. Moi déjà j'aime mon pays et je me dis chaque fois, au lieu de te demander qu'est-ce que mon pays a fait pour moi, il faut te demander qu'est-ce que toi tu as apporté à ton pays. C'est ça. Donc en nommant le nom de mon salon après mon pays, ça amène les gens à découvrir mon pays. À et là valoriser je le peux pays. dire que je suis très fière de moi parce que toutes les personnes qui voient la Guinée ont la curiosité de taper. La Guinée, là, c'est quoi? Il y a beaucoup d'Américains qui ont découvert mon pays grâce à ce nom. Donc, c'est une façon pour moi de vendre l'image de mon pays à ma manière. Et ça fait que ce que je porte là, c'est notre uniforme, c'est les tissus guinéens. C'est ce qui fait que nos uniformes, c'est ça, les tissus qu'on utilise pour couvrir les clientes. Également, ce sont des uniformes, les forêts sacrées de la Guinée. Donc, je peux vraiment être fière de moi parce que la Guinée est vraiment On peut dire que la Guinée est représentée ici. Guinée est représentée Vous valorisez tout ce qui... Valorisé et les gens sont même curieux d'aller visiter mon pays à travers le nom, à travers ce que je fais. Ils se disent, ben, la fille, la façon, elle aime son pays comme ça. On doit vraiment aller visiter ce pays parce que notre pays, c'est vraiment un paradis sur terre. Oui, c'est ça. On a même vu, vous avez reçu une autorité lors du lancement, si je ne me trompe pas. Oui, l'ouverture du premier salon en 2004. L'ambassadeur de la Guinée, de New York, était là avec moi. Et cette année également, l'ouverture du deuxième salon et l'ambassadeur de la Guinée à New York était là a été représenté. Également, l'ambassadeur de la Guinée auprès des États-Unis à Washington était aussi représenté parce qu'ils sont vraiment fiers de moi et ils m'accompagnent dans toutes les actions. Ça veut dire que vous faites du bon travail alors. Exactement. Vraiment, merci beaucoup à vous. Depuis que je suis venue ici, je suis dans mon petit coin, mais l'ouverture de ces deux salons m'a plus rapproché de la communauté. Et je peux vraiment dire que c'est... En fait, quand je regarde tout ce que j'apporte à ces gens, parce que quand tu viens d'arriver dans ce pays, il faut dire que tu es perdu, parce que c'est pas comme en Europe, où tu parles, il y a déjà une langue qui est parlée que tu comprends. Mais ici, c'est l'anglais. Et dans ce pays, personne n'aide personne. Et moi, je me dis, si j'arrive à éviter aux nouvelles venant là ce que moi j'ai vécu, je pense vraiment... Évidemment qu'il y a beaucoup qui ne se rendent pas compte. Il y a beaucoup qui pensent que
quand tu viens aux États-Unis, l'opportunité qu'elles ont eue, tout est comme ça, quoi. Parce qu'elles n'ont pas vécu réellement, elles n'ont pas vécu les États-Unis, le vrai. Elles ne l'ont pas vécu et je leur dis tout le temps, je dis, je vous souhaite de ne jamais vivre ça. Je vous souhaite de ne jamais vivre ça parce que moi qui suis là, j'ai dormi dehors sous le froid. J'ai dormi dehors sous le froid parce que je suis la personne que j'étais, je n'avais pas la clé. C'est court, quand je viens, il faut que je l'attende. Si la personne n'est pas là, je ne peux pas rentrer. Et imaginez un peu, vers décembre, janvier, tu quittes le travail à 1h du matin, tu dois traîner dehors jusqu'à 4h, deux fois 5h, parce qu'on ne décroche pas ton appel, tu n'as pas la clé. Donc, et après, je faisais un boulot où on ne me payait que $150 par semaine. Je me réveillais à 3h du matin pour être au boulot à 6h. Là, je parle du McDonald's. Je nettoyais les toilettes là-bas et tout. Chez moi, il y a des dames qui peuvent se faire 3 500 par semaine. Wow. La personne qui est plus paresseuse chez moi, qui ne travaille pas, je dis vraiment oui, toi, tu es la plus paresseuse du salon, se tape $800 par semaine. Wow. Donc, moi, je n'ai pas eu cette chance. Si aujourd'hui, je suis capable d'offrir l'opportunité que moi, Mariam, je n'ai pas eu aux États-Unis, à d'autres personnes, leur éviter de vivre l'enfer que moi, j'ai vécu ici, je suis vraiment fière de moi, quoi. Je suis fière de moi, j'apporte quelque chose à la communauté africaine et à mes semblables. Yeah. Je m'appelle Bello Onzimat, je suis béninoise, je viens du Bénin. En fait, je travaillais quelque part avant et ma patronne d'ici, sa soeur est venue se tracer chez nous là-bas. Et c'est moi, je l'ai tracé. Elle a aimé comment j'étais rapide et j'aimais mon travail. Elle m'a dit, oh, j'ai ma soeur qui vient d'ouvrir son travail. Est-ce que tu aimerais venir voir comment ça se passe? J'ai dit oui, je vais venir, pourquoi pas essayer? Et donc, je suis venue et j'ai vu que c'est le contraire. Ici, c'est vraiment bon, c'est différent. Et j'ai dit oui. J'ai laissé là où je suis et j'ai commencé à travailler avec elle. Tout d'abord, le salon, ici, c'est 24 heures sur 24. C'est organisé. Donc, on ouvre le salon à 7 h du matin. De 7 h du matin à 7 h du soir, c'est walk-in. Walk-in, ça veut dire que les gens peuvent venir marcher sans avoir de rendez-vous. Bon, la nuit, c'est avec de rendez-vous. Donc, si tu n'as pas de rendez-vous la nuit, tu ne peux pas rentrer dans le salon. Et à 19 h déjà, on ferme la porte. Donc, si tu as un rendez-vous, on sait que tu viens, on connaît ton nom, ton téléphone, tout et tout. On a des informations sur toi, donc tu rentres à l'intérieur. Je vais la dire que, dans son domaine, elle sait bien ce qu'elle fait. Elle est honnête parce que je suis le manager. Je travaille avec elle maintenant, ça fait 2 ans. Et on n'a jamais discuté parce que c'est la communication de nous. Et donc, je veux encourager les gens aussi à venir parce que elle aide beaucoup les Africains en fait. Parce que ici, c'est toutes les ethnies qui sont... Elle est de la Guinée, bon moi je suis béninoise. Donc il y a beaucoup de gens ici qui ne sont pas de la Guinée. Elle est ouverte, elle accepte tout le monde. Même si tu ne sais pas tracer, elle va t'apprendre. Il y a les jeunes à apprendre et moi-même j'apprends les gens aussi à commencer du début. Chaque chose a un début. Et donc, elle est honnête avec nous. Elle nous donne à manger. Même si tu es malade, elle t'encourage à rester. Et elle est bien en fait. Et au pays, vous faites quoi au pays avant de venir ici? Bon, je pense que ça fait quand même un bout de temps, mais est-ce que vous pouvez un peu nous faire un bref résumé? Ce que vous avez étudié et tout? Bon, au pays, j'ai un bac plus 5, j'ai le master 1 en Afrique. J'ai fait l'Institut supérieur des arts de Guinée. Ok. Donc, normalement, nous, on travaille dans les musées et tout. Donc, c'est l'année à laquelle on a fait notre remise. On a fait notre remise le 5 octobre, si je ne me trompe, 2014. Et moi, j'ai voyagé le 26 octobre 2014. Ok. Oh, wow. Et pourquoi les États-Unis? Qu'est-ce qui vous a plu pour que vous veniez ici aux États-Unis? Bon, à la base, moi, je cherchais à aller en Belgique et je suis partie dans un cyber pour faire mes documents et tout.
Et j'ai rencontré un jeune là-bas, Maury, et quand il m'a entendu parler, il m'a dit « Oh, vous voulez voyager? J'ai un ami aux États-Unis qui peut faire votre inscription avec le visa étudiant et c'est très rapide. » Il m'a parlé de la procédure. Vite fait là, j'ai dit « Ok, il n'y a pas de problème, pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas tenter et tout? » Donc, il a directement appelé son ami qui est décédé, Ibrahim, paix à son âme. J'ai communiqué avec lui et je suis rentrée ce jour, ils ont fait l'interview de 22 personnes à l'ambassade des États-Unis de la Guinée. Mais avant d'aller d'abord, j'ai appelé ma maman le matin, j'avais peur. Je lui ai dit oui, je vais pour mon interview, j'avais la peur de ma vie. Et ma maman, elle m'a dit une chose, et tout le temps c'est ce qu'elle me dit. Elle m'a dit, ma fille, 6 mois, tu m'as toujours honorée. Tu as fait ci, tu as fait ça. Je connais les mamans africaines. Les mamans africaines dans le truc là. Elle m'a dit, si aujourd'hui on doit donner le visa à une seule personne à l'ambassade des États-Unis, la personne là sera toi. Tu as ma bénédiction, n'aie pas peur, tu auras le visa, je te promets, si je suis ta maman. Elle a dit des gros mots, des bénédictions, des prières. Ok, ça m'a un peu rassurée et tout. Et après, je suis venue. En ce moment, je ne sais pas s'ils ont changé le système ou pas, mais quand ils font l'interview, genre, tu es là devant l'officier, mais la salle est amplifiée. Quand on pose une question, tout le monde entend. Quand on te dit, vous n'êtes pas apte pour les États-Unis, tout le monde entend. Oh, wow. Donc, ils ont fait déjà pour 22 personnes qui ont été rejetées. J'ai dit, moi, je suis qui pour avoir... Vous ne vous attendez pas à ça, en fait. Non, je ne m'attendais pas. Je me suis dit, OK. Je n'aurai pas le visa. Comme je suis là, je vais aller. Ils vont aussi me remettre la lettre que vous n'êtes pas apte pour les États-Unis. Et j'avais déjà ma procédure de Belgique. OK. En attendant, vous dites, bon, si ça ne marche pas... Exactement, ça, c'est juste venu comme ça. OK. Et après, je me suis arrêtée devant l'officier. Il a regardé mes dossiers, tant. Après, il m'a dit, pourquoi vous voulez venir étudier aux États-Unis? Et après, on n'a même pas fait plus de 10 minutes. Après, la dame, elle me dit... Michigan, il fait trop froid là-bas. Regarde, façon, tu es petite, est-ce que tu peux supporter? Je dis oui, je peux bien supporter et tout. Et après, elle retient mon passeport. Elle me dit, il faut revenir après 3 jours pour prendre votre passeport. J'ai dit, j'ai le visa. Elle dit oui. Ça a été la nouvelle. Ah, ben ça, c'est très bien. Wow. Et après ça, quelle a été la réaction de maman, votre réaction vous-même? Bon, moi-même, j'étais surprise. Je n'en revenais pas parce que je ne m'attendais pas à ça. À l'époque, en 2014, je n'en revenais vraiment pas. Je ne m'attendais pas. Ça m'a surprise. Et quand j'ai appelé la maman, elle n'était pas surprise. Elle m'a dit, moi, je savais que tu allais avoir le visa. Elle n'était pas surprise. Mais moi, jusqu'à ce que je suis rentrée ici, je n'y croyais pas. Parce que je n'ai jamais planifié. Justement, parlons de ça. Quand vous êtes venu, c'était quoi vos premières impressions en voyant le pays? Bon, moi, il faut dire que les États-Unis a été mon tout premier voyage à l'international. Bon, à l'international, je peux dire. J'ai été au Mali, Bamako, qui est un pays limitrophe de la Guinée. Mais les États-Unis, par vol, ça a été mon tout premier voyage. C'était ma première fois de toute ma vie de prendre le vol parce que moi, je suis orpheline de père. J'ai perdu mon papa en 93. J'ai grandi avec ma maman qui est illettrée. Donc, je suis issue d'une famille pauvre. Donc, je n'ai jamais imaginé qu'un jour, moi, je pourrais voyager parce que je n'ai absolument personne pour réaliser ce rêve pour moi. Donc, c'est venu comme ça de façon inattendue. Et quand je suis venue aux États-Unis, j'ai été impressionnée quand j'ai vu le pays. Je me suis dit, waouh. C'est l'impression que tout le monde, quand on vient, on dit, waouh, ça c'est quel pays. C'est quel pays, surtout quand on t'amène à Times Square. Là, bien sûr, tu vois les lumières, tout ça. Waouh. C'est comme un paradis sur terre. J'ai pris le truc là, Home Health Aid, j'ai fait la formation là. À l'époque, c'était $600 2 semaines. J'ai fait ça et après, j'ai commencé à faire le living. Le living? Living. Live-in. Oh, living, OK. Je logeais chez la patiente. Donc, j'ai fait ça pendant
8 mois. Wow. Je ne sortais pas dehors. Si je me voyais dehors, c'est parce que ma patiente, elle a un rendez-vous à l'hôpital. Sinon, moi, j'étais dans la maison. C'est ça qu'on appelle living. J'ai fait ça pendant 8 mois. Wow. Et je peux dire, j'ai beaucoup de tresseuses venant de différents pays. Moi-même, la fille qui manage le salon pour moi, elle est béninoise. J'ai les burkinabés et tout. Mais ce qui m'a de plus poussé à ouvrir le salon, parce que j'ai senti que les gens qui ont les salons de coiffure dans New York City favorisent le recrutement des gens de chez eux, de leur pays. Tu vois, je me suis dit, OK, déjà, je m'y connais dans le domaine et tout, donc pourquoi ne pas ouvrir un salon et recruter aussi pour tout le monde, mais aussi favoriser les Guinéennes parce qu'elles sont beaucoup. Donc, c'est dans l'idée là que je me suis lancée pour le premier salon. Pourquoi est-ce que vous êtes éloignée? Non, moi, je me dis toujours, c'est l'entourage qui fait l'homme. C'est l'entourage qui fait l'homme. Et le temps que j'ai fait dans les salons de coiffure en 2015, l'expérience n'a pas été bien pour moi. Parce que tout le temps, c'était des cris entre les femmes, la communauté. Et puis, je ne vais pas dire que tous les Africains sont comme ça. Mais souvent, quand je suis venue dans ce pays, tous les Africains que j'ai eu à côtoyer, c'est des gens qui me disent, j'ai fait 20 ans ici, je fais le Uber, jusqu'à présent, c'est le Uber que je fais. D'autres me disent, j'ai fait 15 ans, je fais le Home Health Aid jusqu'à présent. D'autres me disent, depuis que je suis venue, genre, il n'y a pas... Moi, j'ai trouvé que les gens ne sont pas ambitieux et c'est un pays qui a beaucoup d'opportunités. Quand tu viens ici, tu dis, je veux venir voleur, les États-Unis vont t'aider à devenir le marshal des voleurs. Donc, les États-Unis, c'est vraiment un pays d'opportunités. Donc, pourquoi les gens sont toujours là? Tu fais le même boulot, tu n'avances pas, c'est parce qu'ils n'ont pas d'ambition. Donc, je ne sais pas parce que je discrimine les Africains. Je me suis dit, si tu veux devenir millionnaire, il faut courir avec 6 millionnaires. 6 millionnaires, tu seras 7e millionnaire. Tu veux devenir pauvre, il faut courir avec 6 pauvres, tu seras 7e pauvre. Donc, moi, dans ma tête, je veux me faire entourer des personnes ambitieuses. À la rigueur, je marche seule que de me faire, parce que la négativité, ça contamine. C'est ça. Ça contamine. Donc, c'est pourquoi je suis dans mon petit coin. Je ne suis pas trop... J'ai beaucoup de connaissances. J'ai beaucoup de connaissances, mais mon cercle d'amis est vraiment restreint. Mon cercle d'amis est vraiment restreint parce que je n'appelle pas tout le monde mon ami. C'est ça. Je n'appelle pas tout le monde mon ami et je ne me lance pas dans la communauté parce que il faut se lancer. Si la communauté va m'empêcher de réaliser mes rêves, d'atteindre mes objectifs, je préfère les mettre d'abord. Et maintenant, là, je peux me dire que j'apporte beaucoup à la communauté. Bien sûr, avec tout ce que vous faites là. J'apporte beaucoup à la communauté tout en restant sur mes gardes. Quand je venais d'arriver en 2014, je marchais avec ma cuillère dans la poche. Quand je viens, je marchais avec parce que je n'avais pas d'argent, je ne travaillais pas. Je partais, il y a un monsieur là, Sidi Keita, il réparait les téléphones, on appelle ça dans notre langue le grain. Le grain, c'est là où les gens se regroupent, quoi. Donc, quand je viens, quand quelqu'un achète à manger, je suis là, je prie, je dis, il faut m'inviter. Ah bon? Oui. Wow. Je vous dis, j'ai dit, il faut m'inviter. Dès qu'on m'invite, je vais vite, je mange. Après, je viens, je m'assois encore. J'attends un autre taximètre. Dès que tu rentres avec ton plat, je commence à prier. Il faut m'inviter, il faut m'inviter. Donc, aujourd'hui, toutes ces personnes, ces personnes font toujours le Uber. Elles vont dans le même grain. Ces personnes, quand elles me regardent, mais c'est pas la fille là qui est venue hier. Voilà quelque chose cette question-là. Comment est-ce qu'on comprend, nous, les Africains, on est venus de l'Afrique et on a tendance à garder nos habitudes qu'on a là-bas. On ne cherche pas déjà à comprendre comment le pays fonctionne. On ne cherche pas à s'intégrer. Et quand quelqu'un veut essayer de mettre la rigueur, on trouve qu'il est
dur, on trouve qu'il est... Pourquoi est-ce qu'on a ça? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça selon vous? Moi, je pense que les personnes qui ont cette mentalité, c'est les personnes qui sont arrivées, qui n'ont jamais fait de boulot africain, qui sont à leur... c'est leur première expérience. Parce que, en tout cas, moi, les dames que j'ai, les personnes qui ont déjà fait boulot américain, savent que les États-Unis, c'est de la discipline. Tu dois être discipliné. Mais quelqu'un qui est directement venu de l'Afrique, tu l'emploies. En Afrique, en général, il n'y a pas de discipline. Donc, c'est ce qui fait que ces personnes ne comprennent pas. Il faut que ces personnes vont d'abord travailler dans un milieu américain parce que, bien évidemment, que les Africains qui sont là considèrent plus le boulot africain qu'américain. Même si le boulot africain paye mieux dans leur tête, si ces personnes, si elles font boulot américain, c'est ce qui leur valorise. Juste, exemple, le Home Health Aid. J'ai beaucoup de dames qui tressent, mais dans leur tête, si elles font le Home Health Aid, le simple fait que de faire Home Health Aid, pour elles, c'est un statut. Ouais, peut-être qu'elles se disent que ça va m'apporter... Bon, après aussi, est-ce qu'elles ne se disent pas, j'aurai des avantages avec l'État, avec non, après... Moi, ça me fait plaisir que toutes les personnes qui sont nouvellement venues passent par un boulot américain parce que ça va leur apprendre à se discipliner. Ouais, vous étiez en train de parler de ça. Oui, ça va t'apprendre à te discipliner. Ça, exactement. Parce que les États-Unis, c'est un pays qui éduque quelqu'un. Si ton enfant est impoli, ton enfant est paresseux, tu l'amènes aux États-Unis, ton enfant ne se rééduque pas, ton enfant ne devient pas fort, battant. Ton enfant, là, jusqu'à sa mort, il ne va plus jamais être rééduqué, il ne va plus jamais être fort. Parce que c'est un pays qui rééduque. En fait, tu es obligé de te rééduquer toi-même. Genre, tes parents t'ont éduqué, on t'envoie dans un pays où il n'y a personne pour te dire « ne fais pas ça ». Parce que moi, je ne peux pas comprendre que dans un pays qui offre beaucoup, les personnes illettrées, je peux comprendre quelqu'un qui n'a jamais étudié en Afrique, qui vient, mais quelqu'un qui a étudié, qui a bac plus 3 ou bac plus 5, tu viens ici, tu fais 15 ans, au fait, si tu fais un boulot qui te va au titre que tu avais en Afrique, je peux comprendre. Mais tu viens ici, tu fais 15 ans, tu ne fais que faire food delivery pendant 15 ans. Moi, je trouve que tu as un problème. Mais sérieux, je trouve que tu as un problème. Tu as un problème. Genre, tout ce que tu as fait en Afrique comme étude, malgré on ne parle pas langue, on ne parle pas français, parce que moi, dans mon pays, comme vous, c'est le français, c'est le français, bien sûr. C'est le français. Mais après, si tu as eu un niveau quand même dans ton pays, tu viens ici, il faut mettre ça en valeur. Et vraiment, vous êtes vraiment un exemple. Et pour finir, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Africains, surtout francophones? Parce que moi, j'essaie de faire la part des choses. Je me dis, les anglophones ont quand même un certain truc là, une certaine avance sur les francophones. Maintenant, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Africains francophones qui veulent dépasser l'étape où ils sont, qui veulent aller loin, qui veulent aussi gérer leur business? Parce que déjà, vous voyez le salon, il est formidable, les 2 salons bien clean et tout. Et vous voyez grand, mais nous, généralement les Africains, quand ils viennent, c'est pour rester dans des petits trucs. Même quand on veut faire un truc, c'est petit, on ne cherche pas à améliorer. Qu'est-ce que vous pouvez dire, pour conclure, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là qui sont toujours dans leur coin et qui font le truc petit, qui ne voient pas les opportunités? Moi, je pense, comme j'ai dit au début, il faut d'abord nettoyer son entourage. Il faut savoir qui fréquenter, parce que c'est l'entourage qui fait l'homme. C'est l'entourage qui fait l'homme. Tu ne peux pas vouloir être musicien et tu t'es fait accompagner par les peintres. Toi, tous tes amis sont peintres, tout ton entourage est peintre et toi, tu veux devenir musicien. En fait, tu n'es pas en rapport avec ce que tu veux. Il faut bien se faire entourer et il faut suivre les personnes qui t'inspirent. Et l'autre chose, la barrière de la langue. Encore que beaucoup n'aiment pas. Tu vas entendre, j'ai fait tel nombre d'années, mais la langue, ils ne sont pas capables de parler ça. Et on se pose parfois la question, qu'est-ce qui se passe?
moi, je me dis, dès que je suis rentrée dans ce pays, je ne parlais pas un seul mot anglais. Mais dès que je suis venue, la personne qui m'a accueillie, il a acheté un téléphone Blue pour moi, la marque Blue, à $120. Oui, le effectivement. Téléphone, quand il a régularisé, il a dit le système, il va mettre en français. J'ai dit non, mais en anglais. Depuis ce jour, le jour que je suis rentrée, j'ai mis mon téléphone en anglais. Et quand je fais des appels, il veut translate. Je dis non. Je vais dans Google Translate. Quand je fais des appels, je dis me, English, no good. You. Au fait, je n'ai pas aimé mettre dans ma tête, il faut quelqu'un pour translate pour moi. Je me suis dit non, je n'ai personne ici, je ne peux pas dépendre des gens. Ça. Je dois essayer de me comprendre avec les gens. Ça. Donc, je me suis mis beaucoup de pression. Les gens se limitent. Il y a beaucoup de personnes qui viennent ici, tu leur dis il faut utiliser Map. Non, je ne sais pas comment utiliser, je vais me perdre. Et puis apprendre l'anglais facilement. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Il y a les dessins animés, il y a les applications, il faut mettre sur ton téléphone. Il faut t'auto-former toi-même. Tout c'est une question d'ambition. D'organisation et d'ambition. D'ambition. Si tu n'as pas d'ambition, tu seras limité parce que les choses vont te paraître difficiles ou même impossibles. Et personne ne peut mettre son cœur à la place de ton cœur. C'est toi-même qui dois te fâcher pour toi-même. Tu te bats pour toi-même. Personne ne le fera pour toi. Personne ne le fera pour toi. Et il y a toutes les opportunités pour permettre à tous les Africains, même les illettrés, de s'en sortir, de réussir. Et de devenir multimillionnaire aussi. C'est comme le gars qui a fait ce salon, c'est un Burkinabé. Mon premier salon, c'est un Spanish qui a fait. C'est un Spanish. Le deuxième salon, j'ai appelé le même Spanish. Le gars, quand il est venu, le premier salon, il m'a fait à un montant raisonnable. Le deuxième, quand il est venu, il a doublé. Et ici, je n'ai même pas fait assez de boulot. Après, quand je lui ai parlé, il me dit, toi, tu viens de faire un premier salon, ça fait même pas 12 mois. Ce qui veut dire que tu te fais de l'argent. Quand tu viens dans ton salon, c'est rempli. Ah, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il m'a dit. Tu as beaucoup d'argent, tu vas recouvrir le montant là dans 2 semaines. Le premier salon, il l'a fait pour moi à 30 000. OK. L'aménagement ici, il me demande 47 000. J'ai dit, tu es malade. Après, je suis partie sur New York. J'ai dit, attends, je ne vois même pas de général contracteur africain. Est-ce que ça existe? Je suis partie sur New York. J'ai découvert Pascal. C'est un Burkinabé. Je le connais, j'ai même travaillé avec lui. Exactement. J'ai découvert Pascal, je lui ai contacté. Il est venu, il m'a fait un devis de 23 000. J'ai dit, quoi? De 47 000 à 23 000, j'ai dit non. Et puis, en plus, c'est un frère africain. Même s'il était plus cher, j'allais lui donner l'opportunité. J'ai dit non, je travaille avec lui. Je lui ai donné et il a réalisé ce boulot pour moi. C'est lui qui a fait ça. Oui, parce il a fait dans 2 semaines, il a fini. Waouh. Dans 2 semaines, il a fini. Et lui et moi, on a beaucoup causé. Je lui ai dit comment tu es rentré dans la construction, parce que c'est un métier qui paye bien. Bien sûr. Il m'a dit c'est ce qu'il faisait en Afrique. Et c'est un illettré. Pascal, il ne sait même pas écrire un message. Mais un monsieur comme ça, il se tape des contrats de 2 millions, parce qu'il m'a parlé d'un contrat de 2 immeubles qu'il doit réaliser dans le Bronx de 2 millions. Un illettré. Donc tout le monde peut réussir, tout le monde peut le faire. Exactement. Tout le monde. L'anglais, il cherche à se... Au fait, il ne cherche pas à parler un anglais parfait. Il cherche qu'on le comprenne. Exactement. Et quand j'ai vu sa voiture, la vanne qu'il a, c'est personnalisé. Le premier contracteur qui a fait le premier salon pour moi, il n'est pas aussi professionnel que ça. Mais Pascal, quand il est venu, j'étais impressionnée de voir un Africain qui est aussi organisé comme ça aux États-Unis. En plus, illettré. En plus, illettré. Il se tape des millions de codes. Dans 2 semaines, il a fini ça. Et quand il faisait ça, il avait d'autres contrats encore. Il faut se dire, ce sont des contrats qui ne sont pas moins de 20 000 $. Et dans le mois, il peut se taper combien de ça? Donc, c'est pas que tu as étudié, tu n'as pas étudié. C'est ce qu'il faisait quand il est venu. Il a juste cherché à savoir comment il peut continuer dans le même domaine de construction. Et aujourd'hui, il s'est fait beaucoup d'argent. Donc, c'est comme quoi tout le monde peut réussir ici. Il pouvait juste faire le Uber comme les autres ou faire delivery comme les autres. Mais il dit non, il est ambitieux, il sait ce qu'il veut. Donc c'est un pays qui peut vraiment permettre à tout le monde de réussir.
Tout le monde. Tout le Donc, monde. c'est à nous, je vais dire, Africains, Exactement. de changer de mentalité, De changer de mentalité. et de rentrer vraiment pour aller chercher ce qu'il faut. Pour aller chercher ce que tu mérites. Voilà. Tu cherches ce que tu mérites. Personne ne le fera pour toi. C'est toi-même, tu dois t'offrir ce que tu mérites. Et ça ne sert à rien de regarder les autres et dire « Oh, cette personne, elle a de la chance. » Tu ne sais pas ce que cette personne a traversé pour arriver où elle est. Tu ne veux pas... Tu ne veux pas... Il faut marcher d'abord dans ses chaussures pour savoir vraiment tout ce qu'elle a traversé. Elle ne s'est juste pas réveillée un beau matin pour avoir la chance que toi, tu penses qu'elle a eue. Elle a bâti son empire. Elle s'est battue pour ça. Elle a fait des choses. Et les gens aiment... Les Africains, moi, je pense, se focalisent. Quand tu vas sur TikTok, tu trouves surtout les Africains qui sont là aux États-Unis. C'est de suivre les gens qui font affairage, les gens qui insultent. Commencer par les boulots petits, nous avons tous commencé par là. Mais le truc, c'est qu'il faut garder en tête qu'on doit changer de niveau. On doit changer de niveau. On doit changer de niveau. All right. C'est important. Donc, vraiment, merci beaucoup à vous, Madame Mariam. Et ce fut un plaisir d'avoir eu cette interview avec vous. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Merci vraiment et bon courage à vous aussi. Merci beaucoup. All right.